Salut tout le monde, heureux de vous retrouver à quelques jours du halving finalement avec ce marché qui chute comme finalement presque à chaque fois quand on est proche du halving. En tout cas c'est ce qu'on a vu lors des cycles précédents, que ce soit en 2020 ou en 2016. Donc rien de très alarmant sur cette chute avec, vous voyez, une deuxième mèche qui vient chercher cette zone des 61 000 dollars. Alors est-ce qu'il faut s'affoler? Est-ce que finalement le marché peut aller chercher des niveaux encore bien plus bas? Si oui, jusqu'où? Comment est-ce que peut se comporter finalement l'Ether derrière tout ça et les altcoins? Comment est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le prix de l'Ether par exemple dans 2-3 semaines? À savoir qu'on a une altcoin dominance qui revient dans cette ZR, hein, ça y est, vous voyez que la mèche ici est venue chercher la ZR, on risque de la réintégrer. Et finalement, c'est ce que j'attendais un petit peu hein, sur le marché, c'est la réintégration de cette ZR sur l'altcoin dominance. Donc franchement, tout se passe plutôt bien pour ma part, et vous allez voir pourquoi j'avais, il y a quelques semaines, finalement évoqué le fait que ça pouvait être pertinent de passer à minima sur du 70-30, 70% crypto, 30% stablecoin, hein, sur le marché haussier, avec le Bitcoin qui titillait les 70 000, 71 000 dollars. Et pourquoi c'était bénéfique de le faire? Peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas fait, rien de grave par rapport à tout ça, hein. Le halving est proche, regardez, il y a les barres qui sont dessinées en jaune ici. Sur l'année qui vient, peut-être que voilà, il y aura des choses très positives qui se passeront. Vous étiez conscient des risques, hein, lorsqu'on a un Bitcoin qui passe voilà, littéralement à 16 000 dollars à 70 000, on peut pas finalement se dire qu'en fait on va aller chercher les 100 000 sans retracement. Il y a un moment donné où le marché doit se reposer, doit finalement, on doit prendre du recul un peu sur tout ça. Et de temps en temps, c'est comme ça, le marché est là pour vous remettre un petit peu, pour remettre les choses au clair, pour qu'on arrête finalement d'être dans l'euphorie. D'ailleurs, je serais très curieux de voir comment se comporte le Crypto Fear and Greed. Alors, on est sur les 72, on reste toujours dans la zone verte, hein, toujours dans cette zone d'euphorie, entre guillemets. Je pense que le marché il va punir un peu plus. Ça, c'est mon point de vue personnel. Peut-être que je me trompe, bien sûr. Mais je pense que c'est à peu près dans ce sens-là que je vais argumenter, notamment sur le très court terme, hein. On va en parler. Alors, c'est vrai que c'est difficile de juger la temporalité. C'est-à-dire que moi, cette chute que peut-être on est en train d'entamer, peut-être que finalement c'est que temporaire et qu'on va vite remonter dans le vert par la suite, mais en tout cas cette chute je l'avais imaginé plutôt il y a 2-3 semaines. Vous voyez, ça prend plus de temps que ce qu'on pense souvent, donc c'est très difficile à imaginer, surtout sur le très court terme, ce qui peut se passer, est-ce que ça va monter, descendre, etc. Par contre sur une vision 1 mois, 2 mois, et 6 mois encore plus, et 2 ans encore, 3 ans encore plus, on a vraiment, en tout cas on arrive vraiment à bien cerner les différents mouvements que le Bitcoin peut faire et que le marché crypto peut faire, hein. En tout cas, ça s'est très bien passé ces dernières années sur ce qu'on a pu dire sur la chaîne. Et je touche du bois, hein, parce que ça sera peut-être pas toujours le cas. Mais c'est vrai que les visions globales long terme, elles sont toujours plus évidentes à cerner. Je vais vous passer la très courte introduction. On va commencer directement avec cette émission. À tout de suite. Alors, comme d'habitude, 2 choses à vous dire. La première chose, c'est qu'il y a un groupe privé sur Telegram qui a été créé, associé à la chaîne Crypto Organize. Pour l'instant, c'est complètement associé à Crypto Organize. Le groupe s'appelle Crypto Objective. Et je partage des choses concernant l'optimisation de portefeuille, comment bien répartir finalement son portefeuille en termes de pourcentage, par exemple combien de pourcentage pour le Bitcoin, pour l'Ether en fonction de la phase de marché, de l'altcoin dominance, etc. Ça c'est ma partie, puis je me suis associé à une personne qui lui se renseigne beaucoup plus sur finalement les petites capitalisations des cryptos. Il va aller essayer de dénicher des cryptos à fort potentiel, hein. Donc ça pour moi c'est une partie qui ne doit pas dépasser 5 à 10% de son portefeuille en termes d'investissement, parce que c'est assez risqué, mais ça peut être très bénéfique sur le moyen long terme, notamment en phase de bull market. Le groupe est payant de façon mensuelle, mais les prix sont assez faibles pour l'instant, jusqu'à 30 personnes, et dès qu'il y aura 30 personnes qui auront rejoint le groupe, les prix augmenteront. Alors on va commencer cette émission, mais je voulais vous parler quand même de cette deuxième chose, qui est le portefeuille, l'outil que vous avez sous les yeux, qui est un outil de gestion qui peut vous permettre de savoir en temps réel combien vous avez d'argent, puisque ça récupère le prix du Bitcoin, de l'Ether d'ailleurs, qui passe sous les 3000 dollars, la catastrophe, entre guillemets, la catastrophe. Oui, l'altcoin dominance qui chute fortement, hein. Ce portefeuille, vous allez dessus rentrer toutes vos crypto-monnaies, donc une à une, Bitcoin, Ether, Binance Coin, Avax, jusqu'au top 2000, ça récupère les prix, et derrière, vous voyez qu'il y a les prix qui sont affichés en dollars, en euros, vous allez dire les quantités que vous possédez sur chacune des plateformes, vous allez savoir exactement combien vous avez d'argent.
en pourcentage, vous allez savoir combien vous possédez de chacune des cryptos, votre pourcentage de répartition stablecoin crypto, votre pourcentage à Bitcoin, altcoin, etc. Et vous allez pouvoir bien sûr rajouter toutes les transactions que vous faites en euros et vous allez connaître votre plus-value et ça va vous aider pour vos déclarations d'impôts puisqu'en plus il y sera inscrit ici les titres exacts de ce qui vous sera demandé sur la feuille d'impôt. Bref, n'hésitez pas à y jeter un œil. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos dans la description. Les prix des cryptos, comme je le dis, sont récupérés en temps réel. C'est ça vraiment la valeur ajoutée de ce truc-là, c'est que vous savez en temps réel combien vous gagnez ou vous perdez. Alors on commence l'émission. On va rester sur ce portefeuille fictif parce que moi, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est l'importance de repasser avec une partie de son portefeuille en stablecoin à la hauteur que l'on souhaite, peu importe, mais au moment où on a un marché très élevé en termes de prix. Le Bitcoin a dépassé son ancien ATH, son sommet de 2021 qui était aux 69 000 $. On est venu chercher sur une mèche les 74 000, mais si on regarde les clôtures, regardez bien les clôtures, on n'a pas été beaucoup plus haut que le sommet précédent. Regardez, là, c'est finalement la clôture précédente. Là, c'est la clôture finalement de la semaine du 4 mars. Et là, c'est la clôture qui est encore un peu moins élevée. Enfin, en termes de... Voilà, je vais zoomer pour exprimer ce que je veux dire. Mais on a quelque chose qui est plutôt comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur quelque chose d'exponentiel comme c'était le cas avant. On voit qu'on ralentit fortement quand même sur le marché. On n'est pas beaucoup plus haut. On est plus haut, on a fait un ATH, on a dépassé un sommet. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une cassure franche que l'on a ici? Pour moi, pas vraiment. Parce que derrière, on a aussi le dollar qui subit une inflation, les monnaies fiat qui subissent des inflations. Pour moi, on n'est pas sur une cassure franche ici. On n'a pas quelque chose qui fait ça, tout simplement, et qui vient de façon, on va dire, concrète et définitive, casser le précédent sommet. On est toujours sur cette zone, en fait, de résistance, sur laquelle on résiste et sur laquelle on hésite. Est-ce qu'on va la casser pour de vrai ou est-ce qu'on va aller chercher des niveaux inférieurs? Pour ma part, je pense que les niveaux inférieurs sont assez probables. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est que le Bitcoin aujourd'hui est sur les 64 000 $. On a décidé il y a quelques semaines, par le fait que effectivement le Bitcoin était énormément monté, on a décidé de repasser sur du 70-30 sur le portefeuille fictif. Donc on s'est dit 70% crypto, 30% stablecoin. Là on a un Bitcoin qui chute, on a des altcoins qui chutent encore plus. C'est assez fou de voir que l'Ether est actuellement sous les 3 000 $, bon, légèrement au-dessus. On résiste sur cette zone, on a un bon support sur les 3 000 $. Et derrière, on a le portefeuille fictif qui passe sur du 37,63. Donc vous voyez, notre puissance de pouvoir d'achat, entre guillemets, avec nos stablecoins est plus importante si on prend la globalité de notre portefeuille. Et si on a un Bitcoin, et clairement, qui vient chercher des niveaux tels que, par exemple, les 50 000 $, peut-être que là, on va repasser sur du 45, voire peut-être même du 50-50 en termes de pourcentage crypto stablecoin. Ce qui veut dire qu'on aura fait une très très bonne affaire en récupérant les 30% de stablecoin au moment où c'était le bon moment de le faire. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Moi, je vais vous dire la vérité, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à investir, etc., j'avais fait beaucoup d'erreurs de ce genre, à ne pas considérer des reventes peut-être à hauteur de 10, même 15%, même 10% de récupération de stablecoin, ça reste hyper bénéfique. C'est toujours mieux que zéro en fait, vous voyez. Faire du all-in en soi, c'est bien, mais il y a des moments où il faut savoir rééquilibrer les choses. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant du 70-30 ici, même si le Bitcoin était allé chercher les 100 000 $ directement, eh bien, j'aurais été très content, et le portefeuille également, il aurait continué de prendre de la valeur, il aurait continué finalement de monter, et au niveau et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les 100 000 $, avec des altcoins qui pètent tous les niveaux, etc., nos 30% de stablecoin, ils se seraient transformés en 20, voire en 15% en fait, parce que la quantité de crypto aurait augmenté. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais de nouveau retourné sur du 70-30 et j'aurais vendu de nouveau des cryptos pour retrouver cet équilibre de 70-30, voire peut-être même passer sur du 60-40 parce qu'à un moment donné, il faut quand même supposer que le marché va chuter, surtout sur un niveau de résistance de 100 000 $ qui est un niveau hyper pertinent pour une revente, un niveau psychologique très important, 100 000 $. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut jongler et en fait prendre ses décisions. Voilà. Plus le marché monte, plus on peut revendre petit à petit, tout en gardant le même pourcentage de répartition, 70-30 par exemple, sur le portefeuille global. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre un peu tout ce que je raconte, mais tout ça c'est ce qu'on appelle c'est ce que j'appelle personnellement de l'optimisation de portefeuille, tout simplement. On va aller zoomer sur ce graphique. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer une ligne intéressante. Pourquoi elle est intéressante? C'est parce que regardez, si on va se mettre comme ça en ligne pour voir les clôtures, on va tracer une ligne qui reprend les deux sommets précédents ici.
Et ce qui est super intéressant quand même, il faut le noter, c'est que là, on a cette zone de prix qui va aussi faire office de résistance à un moment donné. Quand j'en sais rien, quand est-ce qu'on va y aller là où j'en sais rien, mais ça fera office de résistance. Et si je regarde les objectifs de Fibo que j'avais placés, alors je sais pas si je suis sur le bon graphique là d'ailleurs, parce qu'on les voit pas les objectifs. Ouais, on va refaire exactement la même chose sur ce graphique, parce qu'on a les objectifs verts de Fibo qui sont représentés. Je vais reprendre le sommet de la clôture, vous voyez, hein, je me mets précisément sur les deux lignes, comme ça. Voilà, hop. Donc du coup, en fait, quand on fait ce genre de travail, on arrive à imaginer des zones de prix sur des périodes temporelles. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne qui est finalement une diagonale, entre guillemets, donc qui a plusieurs prix. Regardez ici, c'est 77, là c'est 85, là c'est 91, etc. Et là, on a un objectif vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut essayer d'imaginer que dans cet espace temporel entre le mois de janvier 2025 et le mois de mai 2025, on puisse, alors peut-être qu'on va aller bien plus haut, bien avant, etc., j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut supposer que cette zone, il y a une sorte de confluence qui se crée et que ça peut être une bonne zone, bien sûr, de revente au niveau des 96 000 $, avant qu'on arrive sur ce chiffre psychologique des 100 000, puisque beaucoup de personnes vont vendre avant le chiffre psychologique des 100 000, ce qui fait que peut-être qu'on ne va pas le toucher directement, si on doit le dépasser un jour, et qu'on va retracer qu'il y aura un point de résistance. Bref, voilà, c'était un petit truc important, intéressant que je voulais vous montrer, c'était cette diagonale avec cet objectif de Fibo qui représente les 96 000. Alors, comment je l'ai trouvé ce Fibo? Je le remets pour ceux qui me suivent par exemple que depuis pas très longtemps, entre guillemets. Je vais remettre les mèches ici, hop. Je prends le bottom ici. Alors je sais pas, donc je prenne celui-là ou celui du crash Covid, ça changera pas grand-chose sur les objectifs. Je prends le sommet ici en 2021, c'est-à-dire les 69 000 $, le bottom du marché baissier suivant, aux alentours des 15 000. Et en fait, voilà, les 96 000 $, c'est quoi? C'est les 123,6 de Fibo. C'est notre deuxième objectif. Le premier, c'est les 81 000. Le deuxième, c'est les 123,6 aux 96 000. Le troisième, c'est les 122 000, etc. Et ça monte jusqu'au, derrière 423,6, aux 294 000. Chiffre que si on l'atteint, croyez-moi, je serai depuis longtemps sur du 80-20. J'aurais beaucoup récupéré de stablecoin bien avant cette zone de prix. Parce que j'ai pas envie de prendre des risques inconsidérés sur un Bitcoin qui pourrait potentiellement aller chercher des niveaux ahurissants au nord. Voilà. Bon, on va zoomer maintenant, parce que là, c'est bien beau de vous parler de tout ça. Là, c'est du long terme hein, dont je vous parle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le plus court terme. On a le halving là, 15 avril. Non, il aura lieu plutôt le 20, ouais, cette semaine du 22, donc dans 2 semaines. Voilà, hein, je vous remets les phases précédentes. Vous voyez qu'au moment du halving, c'était un peu mitigé également. Alors, le marché était complètement différent ici en 2018, mais si on reprend le marché encore précédent, hop là, qu'est-ce qui se passe? On va supprimer ça. Mais si on prend encore le marché précédent, regardez, on a eu quelques semaines avant le halving une chute assez importante qui nous a dessiné un moins 30%. Et après le halving, ça a continué hein, pendant quelques semaines pour aller chercher encore un moins 40 avant d'avoir la hausse suivante. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut sans problème voir sur le marché. C'est un événement tellement attendu, le halving, que je pense que... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais essayer de l'expliquer rapidement. Un événement hyper attendu comme ça crée un enthousiasme, créer des événements médiatiques. On va en parler sur BFM, on va peut-être même en parler sur TF1 du halving. Parce que c'est le halving du Bitcoin, ça arrive tous les 4 ans. C'est un événement exceptionnel pour l'écosystème crypto. Qui dit événement exceptionnel, dit de nombreuses personnes qui veulent investir, de nombreux particuliers qui vont en entendre parler dans les médias, de nombreuses personnes qui vont aller mettre un billet sur le Bitcoin. Qui dit beaucoup de personnes qui mettent un billet, dit énormément de liquidités finalement à la hausse. Et qui dit énormément de liquidités à la hausse avec beaucoup de personnes qui achètent, et ben ça dit également qu'on a la possibilité pour les très grosses entreprises et les très gros portefeuilles d'aller vendre de grosses quantités de Bitcoin. Toutes les personnes qui ont accumulé des Bitcoins ici, les entreprises, les institutions, finalement tous les groupes qui ont accumulé du Bitcoin dans ces zones-là, et ben ils vont avoir une opportunité en or au moment du halving pour revendre leur Bitcoin en très grosse quantité. Parce que vu qu'il y aura beaucoup d'acheteurs, et ben ça va être facile de les revendre. Et du coup, c'est ce qui crée finalement ce phénomène de baisse pendant ces phases où le Bitcoin est très médiatisé. Plus le Bitcoin est médiatisé, et plus il est susceptible de baisser, parce qu'il est médiatisé dans les phases où il est élevé en prix. Zoomons maintenant un petit peu en daily. Voilà le Bitcoin, ce que ça donne. On a finalement quelque chose qui était très haussier par le passé et qui commence à ralentir. Et on voit que la hausse, si on dézoome un petit peu, on voit que la hausse, elle est très douce. C'est-à-dire qu'au début, ça se fait tranquillement. Derrière, on monte. Regardez, je vous montre. Un petit peu plus fort. Ensuite, on monte encore plus fort. Regardez ici, c'était très violent.
jusqu'à ce qu'on vienne casser cette ligne et qu'on se stabilise et qu'on arrive sur une zone voilà, de doute. Là, c'est une zone de doute sur laquelle nous sommes, avec une compression du cours. On était sur une volatilité accrue, notamment pendant, alors excusez-moi, hop, cette phase haussière, donc beaucoup de gens intègrent le marché, de nouveaux arrivants viennent dans les cryptos et se disent voilà c'est le moment pour investir dans les tokens RWA qui ont déjà d'ailleurs tous pump, bon la plupart ont commencé à investir dedans un peu trop tard, certains ont dû faire quand même pas mal de bénéfices, mais je suis curieux de voir, bon je vais pas le faire parce que là je vais pas avoir le temps sur cette émission, la chute qui s'est produite sur ce genre de token. Peut-être pas tant que ça d'ailleurs, hein. Ils sont peut-être toujours dans la course évidemment. Mais voilà, le Bitcoin vient latéraliser dans cette zone, dans cette compression, et on voit qu'on navigue entre ces deux bornes, on vient clôturer ici précisément, ce qui fait qu'on n'est pas sur un marché où on se dit voilà, graphiquement parlant, on est prêt à chuter, mais le RSI on voit qui peine vraiment à se reprendre. On est sur un RSI très très baissier ici, avec une légère pente. On a eu finalement une divergence qui s'était confirmée, alors je vais essayer de vous le mettre ici, tac. Une très très jolie divergence, c'est-à-dire un RSI qui monte ici, avec, regardez, un RSI qui commence à descendre dans cette zone, avec un cours qui continue de monter, la cassure de la divergence à cet endroit-là. Donc là déjà ça sentait mauvais, on sentait le coup venir, avec pourquoi pas un Bitcoin qui allait ralentir fortement. Derrière c'est ce qui se passe, le RSI continue de dégonfler. Est-ce qu'on va aller chercher la zone de survente? J'en sais rien. En tout cas les zones qui nous attendent plus bas, pour le Bitcoin, on va se mettre peut-être en 2 jours pour essayer de l'identifier, ça va être peut-être un peu plus précis. Si jamais on doit venir chercher des niveaux inférieurs sur le Bitcoin, je vais dézoomer un peu ici, alors, ouais, 2 jours c'est presque trop short, le mieux c'est presque le weekly finalement, là où on était tout à l'heure pour voir ces zones-là. Mais concrètement, voilà, on a un marché très haussier sur une année. On peut supposer que sur 2 mois, 2-3 mois, on revienne sans problème dans un premier temps dans cette zone, entre les 52 et les 46 000. Derrière, si on prend un Fibo qui récupère toute la hausse, la zone de rechargement, elle se trouve plutôt entre les 37 et les 28 000. Ça voudrait dire réintégrer cet espace de prix sur lequel nous avions latéralisé à l'époque. J'y crois pas forcément beaucoup. Je pense que là, on a eu un Bitcoin tellement bullish et que finalement, cette zone-là serait déjà assez importante en termes de baisse. On aurait déjà un moins 35 à moins 40%, comme ce qu'on a eu en 2016. Et le marché ressemble beaucoup, vraiment beaucoup à 2015-2016, notamment par rapport à la baisse et par rapport à la hausse qu'on est en train de vivre. Donc c'est cette zone-là que je privilégie. Cette zone de prix sur laquelle le cours avait travaillé au moment de la baisse. Également, c'est la zone de prix sur laquelle le Bitcoin a le plus travaillé pendant cette phase 2021 haussière. C'est également la zone de prix sur laquelle on a travaillé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, même en mois de décembre 2023, donc récemment. Donc oui, entre les 52 et les 46, on a une très bonne zone. Et si ce Fibo, je l'agrandis, alors ça donne quoi, 46? Voilà, ça donne les 0,5 de Fibo, donc c'est moins pertinent, mais c'est une zone, regardez, si je retourne, et c'est là où la comparaison peut-être sera intéressante, je reprends, là c'est quelque chose, là ce que je vais faire là maintenant, c'est quelque chose que j'ai jamais pensé à faire avant. On va faire ce travail, alors je vais prendre cette bougie-là, on est revenu au 0,5, vous voyez, sur la mèche. Donc finalement c'est ça en fait, les 0,5, c'est ce que j'étais en train de vous montrer. Si on prend que la dernière hausse avec le Fibo, on retrouve finalement la ZR entre les 46 et les 52. Si on prend le Fibo depuis le point bas, donc la dernière hausse dont je parle, c'est celle-ci. Vous voyez, là. Maintenant, si on prend le Fibo par rapport à la zone basse, là, ça revient au même de ce qu'on voyait en 2016. C'est comme si on avait une bougie avec une mèche qui viendrait chercher les 44 000, vous voyez, et avec un Bitcoin qui monte derrière. Attention, je ne suis pas en train de vous dire vendez tous vos cryptos maintenant pour acheter ici. C'est pas sûr du tout qu'on revienne dans cette zone. Il y avait une zone où on pouvait effectivement commencer à récupérer des profits. Là, c'est plus risqué de le faire déjà parce qu'on est sur le court terme plutôt sur une zone de support. On peut sur le court terme revenir chercher les 70 000 $ sans aucun problème. Voilà, je le dis parce que on le voit concrètement, on est dans ce canal, on l'a pas cassé par le bas pour l'instant. Et puis on a d'autres zones de support, notamment les 60 000 $ ici qu'on peut observer, et puis les 38,2 sur lesquels on peut s'arrêter bien évidemment sans aller chercher plus bas aux alentours des 51. Donc moi, par rapport à ce portefeuille-là, on a 70-30 à un moment donné, on passe sur du 63-37, et avec ce portefeuille fictif, il y a des actions très pertinentes qu'on va pouvoir faire si jamais on retourne. Je pense que c'est la première zone sur laquelle je commencerai peut-être à réinvestir, c'est les 23,6 ou 60 000 $.
Parce que sur cette zone-là, peut-être que vous voyez, là on est sur du 60, voilà, on sera peut-être sur cette zone-là, sur du 40-60, voire sur du 43, 57, vous voyez. Ben là, dans cette zone-là, on va essayer de racheter un peu des cryptos quand même. Ça serait une bonne première zone d'achat, les 60 000 $, mais ça sera en très faible quantité. Et derrière, les 38,2, c'est là où je pense qu'il faudrait, entre guillemets, mettre le paquet par rapport, enfin retourner peut-être sur du 70-30, voire peut-être même du 80-20 en termes de portefeuille, en fonction d'où ça se passe sur la zone temporelle. On en parlera bien sûr sur la chaîne et aussi bien sûr sur le groupe Telegram avec l'exemple que je fais sur l'espace optimisation portefeuille en vous disant comment répartir Bitcoin, Ether, low cap, etc., etc. Blue chip c'est quoi? C'est les cryptos du top 20, top 30 pour moi, notamment Solana, XRP, le Dogecoin maintenant, le Ton, Avax. On a le Tron, Chainlink, Matic, Near Protocol qui a bien chuté récemment, il avait atteint les 8 $, me semble-t-il. Voilà, vous voyez que pour moi, les blue chips, c'est les cryptos fortement capitalisés. Voilà pour ça. J'aimerais vous montrer quand même le graphique de l'altcoin dominance qui chute fortement. On était dans cet espace, j'avais espoir qu'on revienne ici, que peut-être les altcoins pouvaient dessiner enfin quelque chose d'haussier, mais non, on a l'impression qu'en fait le retour dans cet espace est inévitable, hein, à voir comment ça va clôturer les semaines suivantes, mais on revient dans cet espace de prix et l'Ether prend, je pense, très cher, voyons voir, j'ai pas regardé les graphiques, ETH Bitcoin. Voilà, donc vous voyez la ZR finalement, c'est pas une zone qu'il faut négliger, hein. À chaque fois c'est une zone pertinente. On vient chercher les 68, on se dit ah peut-être qu'on peut monter. Ben non, on vient chercher cette ZR pour de vrai. C'est pas pour rien que finalement j'en parle souvent et que je vous dis que les ZR, zones de rechargement, portent bien leur nom. C'est des zones où ça peut être très intéressant de prendre des décisions, bien sûr. Donc voilà, sur ce portefeuille fictif, bah, on a pris la décision de rentrer beaucoup dans les altcoins, de sortir pas mal du Bitcoin. Donc on a quasiment plus de Bitcoin pour les changer avec des altcoins. Mais en fonction de ce que vous avez fait sur votre portefeuille perso, en fonction de vos pourcentages, si vous avez encore pas mal de Bitcoin, ce phénomène de chute là va être très très bénéfique pour changer du Bitcoin en Ether, si jamais vous ne savez pas trop quoi faire. Et derrière, vous avez également plein d'autres cryptos sur lesquels vous allez pouvoir vous pencher dans cette zone de prix, si vous avez encore du Bitcoin pour investir dans les altcoins. Voilà pour ça, j'arrive sur la fin de cette émission qui, vous le voyez, a été très très globale sur le marché. Je ne suis pas allé chercher des petites cryptos, je ne suis pas allé vous parler de graphiques autres que le Bitcoin finalement, mais c'est indispensable, je pense, au vu de ce qui est en train de se passer et de la compréhension actuelle du marché, je pense, de un petit peu dézoomer sur tout ça et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Je suis vraiment curieux et j'ai pas de boule de cristal, je sais pas si on va aller au nord, au sud. Moi je vois simplement un Bitcoin qui passe, et je vous le rappelle encore une fois, hein, de 15 à 70 000, qui fait un ATH qui reste sur cette zone de résistance. Voilà, je vois que ça, j'essaye de déduire ce qui se passera après. Pour moi, une légère chute semble inévitable. Mais quand je dis légère, pour le Bitcoin et les cryptos, ça veut dire moins 40%. Pour l'Ether, ça veut peut-être dire moins 60%. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. C'est que même si c'est faible, ça peut faire très mal au portefeuille. Et très mal au cerveau finalement, à votre psychologie de comment est-ce que vous voyez les choses. Et ça peut aussi nuire à votre sommeil. Voilà. Donc soyez prudent avec tout ça, hein, c'est très risqué. N'allez pas investir de l'argent dont vous avez besoin au quotidien parce que c'est très très volatile, les cryptos, très dangereux. D'autant plus que le fear and greed est encore très élevé. J'aurais voulu le voir plus bas, mais finalement 72 c'est pas si haut non plus. Donc ouais, bon, à voir ce qui va se passer. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Moi en parallèle j'ai une autre activité, donc du coup j'ai moins de temps en ce moment pour produire les émissions. Malgré tout je vais continuer à en faire 2 par semaine à minima. Ça c'est la deuxième de la semaine, vous voyez on est dimanche, c'était limite, mais 2 à minima, voire 3 si j'y arrive au quotidien. Voilà. Excellente journée à tous, à très bientôt, ciao tout le monde.